Bonjour à tous. On a un petit souci d'organisation, mais on va y arriver. Voilà. Alors, on va se présenter. Donc, ma collègue Séverine Chambon. Je veux juste vous arrêter une seconde, c'est que là, on est en présentation, mode présentateur, et il faudrait en plein écran si c'est possible, Céline, s'il te plaît. Merci. Super. Ma collègue Séverine Chambon, qui est éducatrice spécialisée sur le FAM Le Volcan depuis l'ouverture en 2005. Et moi-même, Delphine Dalmazon, je suis infirmière et je suis sur le FAM Le Volcan depuis 2010. Voilà. Là, on va vous présenter un petit peu notre structure déjà. Donc, le FAM Le Volcan a ouvert en 2005. C'était une association de famille à la base de parents qui a ouvert la structure. Aujourd'hui, ça appartient au réseau SARA, Sésame Autisme Rhône-Alpes. On a 25 places d'accueil, soit en internat, soit en externat, soit en accueil temporaire, pour des personnes porteuses de troubles du spectre autistique et troubles neurodéveloppementaux. On est à peu près 2/3 de personnel éducatif pour 1/3 de personnel du milieu sanitaire. Voilà, on est un établissement foyer médicalisé, mais par contre, on n'a pas de médecin sur place. On fonctionne avec les médecins traitants de ville et on a un médecin psychiatre qui vient, mais uniquement 2 heures tous les 15 jours. Donc, c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Les points forts et les points faibles de notre établissement, au niveau géographique, on est vraiment perdu. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais par contre, le point fort, c'est que ça nous permet de bien connaître les partenaires de soins, les partenaires éducatifs qui se trouvent autour de chez nous. On a quand même un bon maillage territorial qui est mis en place. L'architecture, on a 3 locaux différents. On a 2 maisons et un lieu qui fait l'administratif et l'accueil de jour. Et c'est vrai que c'est assez distant, 3 km. On a de la place. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est organisation, transport, etc., c'est vraiment compliqué. On a dû, nous aussi, les réadapter au fur et à mesure du temps en créant des petits espaces, etc., pour être plus en phase avec les préconisations pour l'accueil et des soins au niveau des personnes autistes. Au niveau des EPI, des équipements de protection individuelle, c'est vrai qu'on est bien. On a réussi à avoir du matériel adapté en quantité suffisante. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été vraiment un point fort, en particulier sur la période de crise. Les formations, elles sont communes avec le personnel soignant et le personnel éducatif, ce qui nous permet vraiment d'avoir un socle commun de connaissances et des postures et des prises en charge vraiment cohérentes. Voilà. Les actions centrées sur le résident, ça c'est sûr que voilà, quoi qu'il arrive, on reste fixé sur le résident, c'est lui la priorité et c'est pour lui qu'on met en place les choses. Et ça aussi, qu'on soit du côté éducatif ou du côté sanitaire, on forme vraiment une seule et même équipe au service du résident. Pour les partenariats, c'est vrai qu'au fur et à mesure que de nouvelles choses sont proposées, c'est vrai qu'on est preneur. La preuve avec le MH quand ils ont ouvert, le MH 43 quand ils ont ouvert en 2019, c'est vrai qu'on n'a pas du tout hésité à signer avec eux. Et l'autre gros point fort de la structure, c'est vraiment la culture du pourquoi. On se pose toujours la question de pourquoi on nous demande, pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça, etc. Et c'est vrai que ça amène à se poser énormément de questions, mais ça amène aussi à avoir des jolis résultats et des jolies réponses. Notre progression au niveau hygiène, donc en 2005, quand la structure a ouvert, c'était vraiment du comme à la maison. Et c'était l'objectif du projet. Les familles voulaient vraiment un accueil pour leurs enfants comme si c'était à la maison, comme s'ils étaient le plus normaux, entre guillemets, possible. Donc, c'est vrai qu'on faisait l'hygiène comme on fait à la maison chez soi. En 2012, quand le DARI a été créé, nous, on a attendu 2013 pour le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un très bon score parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on faisait et qui n'étaient pas écrites, qui n'étaient pas protocolisées, qu'on faisait en fonction du bon sens de chacun et on n'avait pas tous le même. Donc voilà, un résultat pas très flatteur, mais au moins ça nous a fait un point de départ. On l'a refait en 2015 après avoir fait des groupes de travaux et des échanges,
des diapos, des supports, des choses comme ça. On était déjà monté à 23. Et puis en 2019, du coup, avec le MH43 qui est intervenu, sur leurs premières interventions, elles nous ont refait faire le DARI et on était quand même monté à 36,4. Donc c'est pas grand-chose, c'est que quelques points, mais c'est toujours bon à prendre et ça fait toujours plaisir de voir qu'on progresse. Voilà. Là-dessus, suite à ce bilan, le MH43 nous a formés aux précautions standards, parce que certains étaient formés, mais pas forcément très régulièrement, pas forcément toute la structure. Donc ça, c'est des formations qui ont été mises en place, précautions standards et précautions complémentaires. Et puis, en 2020, est arrivé le Covid. Et c'est vrai que ça a accéléré énormément de choses qu'on avait déjà prévu de mettre en place, sur lesquelles on avait déjà commencé de réfléchir. Mais il y a eu vraiment une notion d'urgence à ce moment-là qui fait que il a vraiment fallu s'y mettre. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le personnel éducatif a été très sollicité dans le domaine du sanitaire et cela a demandé énormément d'investissement, de conscience professionnelle. Mais si ça s'est fait bien et vite, ça s'est aussi fait parfois avec le sentiment de le faire au détriment de la dimension éducative, la distanciation, les arrêts des groupes de travaux collectifs, les tâches ménagères pour la collectivité, tout ça, ça a été arrêté. Une notion d'urgence s'est apparue avec une marge de manœuvre organisationnelle qu'il nous a fallu retrouver peu à peu, tout en respectant les précautions nécessaires. Pour y parvenir, il nous a fallu utiliser un langage commun et on s'est aperçu que déjà, suivant là où on se trouvait, si on était au niveau personnel ou au niveau professionnel, ça voulait déjà pas forcément dire la même chose, mais alors quand on vient du sanitaire ou de l'éducatif, les abréviations veulent encore moins dire les mêmes choses. Donc voilà, PS, pour les gens au niveau hygiène, c'est précautions standards, mais c'est aussi petite section, prise de sang, post-scriptum. Voilà. On a fait le test avec les collègues éduques, aller les voir et en leur disant alors comment ça se passe avec les EPI. Je me suis fait fermer la porte d'un placard au nez. Je me suis fait prendre des talons qui ont fait demi-tour parce que voilà, EPI à un éducateur, ça ne veut absolument rien dire, alors que la personne en question portait tout ce qu'il fallait sur elle. De même, au niveau sanitaire, il y a des abréviations qui ne nous disent absolument rien, PEX, ABA, ABC, PERING. Et au niveau éducatif, eux, ça leur parle énormément. Et il a fallu s'y mettre parce que chaque corps de métier a son propre dialecte. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment de créer un langage commun afin de pouvoir agir ensemble. Parce que l'expérience nous a montré que souvent, les choses sont pensées pour les structures de soins hospitalières, avec d'autres locaux, d'autres moyens, d'autres publics que chez nous. Et les réalités étant différentes, la manière d'y répondre se doit d'être également différente. Voilà. Et on recherche forcément à chaque fois le pourquoi on nous demande ça et la bonne raison qu'il peut y avoir à toutes les demandes. Je vais passer la parole à Séverine, ma collègue, qui va vous expliquer un peu comment ça s'est passé sur la structure. Bonjour à tous. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que l'application des règles standards a été une évidence pour nous, les éducateurs, ni même que c'était simple de les mettre en application dans le quotidien. Nous avons d'abord recensé les règles de précaution standards et nous avons dû les adapter afin qu'elles respectent le quotidien de nos résidents et les actions éducatives qui étaient déjà en place. Un travail d'échange entre les différents acteurs de la prise en charge a été nécessaire afin de définir les activités et les modalités de mise en place. Par exemple, un jour, durant le Covid, on nous annonce « il ne faut plus manger avec les résidents ». C'est un texte qui nous est parvenu de la part de l'ARS. Notre première réaction a été de se dire ça va vraiment pas être possible. En effet, le temps de prise en charge du repas est un temps d'apprentissage, un temps d'échange, de socialisation qui est important, en plus de la nécessité d'assurer une surveillance pour nos résidents, puisqu'il y a un fort risque de fausse route, il faut les aider à gérer le rythme de leur repas. Et puis, c'est surtout un rituel qui est bien ancré chez nos résidents. Une fois la surprise passée et le même pas en rêve verbalisé, nous sommes passés au second temps. Nous avons cherché à comprendre d'où venait cette demande et ce qui l'a motivée. Une bonne raison existait, ça on n'en doutait pas. C'était le risque de la contamination accrue au cours de ce temps partagé. Pour nous, il ne restait plus qu'à trouver une solution pour concilier la bonne raison venant de l'ARS et notre fonctionnement avec nos particularités. Nous avons donc réfléchi sur les moyens d'adapter ce temps de repas. Nous avons ainsi mis en place des tables individuelles,
Nous avons installé des séparations en plexiglas sur les tables pour séparer les résidents de nous avec qui nous avons mangé en face à face. Et nous avons également travaillé sur le port du masque lors de ces temps-là. Au cours de cette présentation, vous verrez d'ailleurs plusieurs photos et vidéos qui montrent comment se déroule le temps du repas. Le travail éducatif sur ces temps d'adaptation a aussi été d'accompagner les résidents dans l'apprentissage de l'application des précautions standards. Ce travail était déjà en cours, mais il a dû s'accélérer lui aussi. Nous avions déjà des outils en place, comme les séquentiels de lavage de mains par exemple, que vous voyez actuellement sur la diapositive, mais nous avons aussi dû accompagner cet apprentissage encore plus souvent et avec encore plus d'exigence. Le lavage des mains s'effectue régulièrement tout au long de la journée. De plus, des temps formels sont instaurés systématiquement, comme par exemple avant chaque repas, après les retours d'activités salissantes et bien sûr après le passage aux toilettes. Pour compléter cela, chaque personne, qu'elle soit résident, accompagnant ou visiteur, doit se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique dès qu'il entre sur la maison. Je vais vous proposer de regarder cette petite vidéo qui montre l'accompagnement d'un résident lors du lavage de mains, juste avant le repas de midi. Vous pourrez observer l'importance de la présence éducative pour ce résident qui a encore besoin aujourd'hui d'une guidance pour réaliser ce geste. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez voir ma collègue utiliser un spray de solution hydroalcoolique pour pallier à un lavage de mains qui, vous le verrez, n'est pas encore totalement efficace pour ce résident. Navré, mais nous n'entendons plus. Il n'y avait pas de son sur la vidéo. Voilà. Alors bien sûr, il y a l'hygiène des mains pour les résidents, mais aussi et surtout pour les professionnels. Nous effectuons un lavage de mains régulier au cours de la journée et des temps de désinfection de mains avec le gel hydroalcoolique. Sur la vidéo qui va suivre, vous pourrez voir ma collègue qui s'installe à table pour prendre le repas face à un résident. Les gestes de désinfection des mains qu'elle réalise avant de retirer son masque sont des gestes systématiques à chaque début et fin de plat, pendant tout le temps du repas. Nous avons mis en place ce procédé justement pour nous permettre de continuer à prendre les repas avec les résidents, tout en assurant une protection pour eux et pour nous. Donc cette diapo reprend les moments où il est nécessaire d'effectuer un lavage de mains, donc avant un contact avec le patient, avant un geste aseptique, après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine, après un contact avec le patient, après un contact avec l'environnement du patient. Afin de nous faciliter la vie et pour limiter nos allers-retours, des distributeurs de solutions hydroalcooliques ont été installés à plusieurs endroits dans la maison pour nous permettre d'avoir du gel
en permanence. Et puis, on a opté pour le gel en format de poche, très pratique pour respecter la désinfection des mains à chaque fois que cela était nécessaire. En ce qui concerne le port des gants à usage unique, leur utilisation est plus particulièrement réservée au personnel. Nous les utilisons lors des accompagnements aux douches ou pour les toilettes, si le résident est souillé, et pour la manipulation de leur linge sale. Nous les portons également lorsque nous réalisons l'entretien des locaux et bien évidemment lorsque nous effectuons des petits soins. Au niveau de la gestion de l'environnement, au sein du FAM, nous avons une personne qui est chargée de l'entretien des locaux et qui intervient en moyenne 2 heures par jour et par site, puisque comme vous le disait Delphine tout à l'heure, nous avons 3 sites. Elle intervient principalement pour l'entretien des chambres des résidents. Le reste de l'entretien des locaux, comme la salle à manger, la cuisine, la lingerie, est assuré par les accompagnateurs de jour et par les veilleurs de nuit. Nous effectuons également une désinfection des poignées, des rampes et des interrupteurs au minimum 2 fois par jour, ainsi qu'une désinfection des véhicules après chaque utilisation. On désinfecte le volant, le pommeau de douche et les poignées. Pommeau de vitesse. Pommeau de vitesse. Merci. Les résidents, quant à eux, réalisent l'entretien de leur chambre, accompagnés par des éducateurs au minimum 1 fois par semaine. Afin de nous aider dans cette tâche, nous avons tous suivi des formations. Donc avant le Covid, chaque résident devait effectuer une tâche ménagère lors du repas selon un planning que nous définissions à l'avance. Par exemple, un seul résident mettait la table pour tous, un autre faisait le service et ainsi de suite. Avec l'arrivée du Covid, cela n'était plus possible du fait du risque d'exposition au virus. Nous avons donc fait le choix qu'en début de repas, après le lavage de mains, chaque résident récupère une barquette dans laquelle il a tout son nécessaire pour mettre son couvert. Il s'installe à table, il retire son masque et prend son repas. À la fin de celui-ci, il remet son masque, débarrasse la table et la nettoie lorsqu'un éducateur lui donne le feu vert pour se lever. Car en effet, cela se fait chacun son tour pour éviter trop de croisements, car vous le verrez, certains résidents ne portent toujours pas le masque. Je vous propose de regarder la vidéo suivante qui vous permettra de voir comment se déroule ce temps-là. En ce qui concerne l'hygiène respiratoire, nous avons là aussi engagé un travail auprès des résidents depuis longtemps. Et oui, même si ce sont des personnes adultes, l'éternuement dans le coude n'est pas une évidence et cela s'apprend par la répétition, par le faire semblant. Et puis nous avons dû changer certaines habitudes. Certains résidents n'utilisaient que des mouchoirs en tissu à leur arrivée au foyer. Il a fallu prendre le temps d'accompagner le changement, toujours en expliquant. Et puis le Covid, et oui, encore lui. Il nous a appris à porter le masque, plus souvent, plus longtemps. Car il faut être honnête, avant le virus, le masque n'était porté que par les accompagnants et sur des situations bien particulières, comme un gros rhume par exemple. Il était loin de faire partie de notre quotidien. Avec l'arrivée du virus, nous n'avons plus le choix. Pour tous les accompagnants, c'est port du masque obligatoire, de sa prise de poste à son départ. Alors les résidents s'habituent et après quelques jours de questionnement, voir les éducateurs masqués, c'est normal. Ils ont su effacer rapidement nos inquiétudes. Vont-ils nous reconnaître? Vont-ils s'adapter au fait de ne voir que la moitié de nos visages? Car je le rappelle, les personnes avec autisme sont sensibles aux détails. Et puis dans cette urgence, nous avons pris le temps. Nous avons créé avec eux des masques, nous les avons décorés comme ils le voulaient.
Nous avons également participé avec eux à la confection des premiers masques en tissu. Nous recevions des bandes de tissu. Avec les résidents, nous avons fait la découpe, nous avons mis les élastiques. Et puis, ils les portent. D'abord quelques minutes, puis quelques heures, avant de pouvoir enfin les porter à chaque fois qu'ils sont en collectivité. Plus tard, on a appris à les retirer et à les remettre correctement. Et tout ça, ce n'est pas rien. C'est un travail de chaque instant qui a demandé à tous de la persévérance et de l'imagination, mais aussi de l'indulgence. Car pour certains, le port du masque est juste insupportable, de par une sensorialité différente, des habitudes difficiles à changer, et de par l'autisme qui rend tout cela si compliqué. Alors il nous a fallu imaginer des solutions alternatives, quelques essais de matériel lorsque le port du masque n'est pas possible, comme la visière ou la mentonnière. Alors voilà, beaucoup de temps et d'énergie pour obtenir des résultats qui sont énormes, mais qui peuvent parfois ressembler à des échecs vus de l'extérieur. Au début de l'apprentissage, le jeune homme que vous voyez sur la gauche ne supportait même pas qu'on lui passe un élastique derrière les oreilles. Aujourd'hui, il supporte le masque lors des transports et lors des rendez-vous à l'extérieur. Le reste du temps, à nous de veiller au mieux au respect des règles de distanciation sociale. Aujourd'hui, le port d'une tenue professionnelle et du masque fait partie de notre quotidien et il n'empêche en rien le maintien de toutes les activités que nous pratiquions avant, comme ici, Halloween, un cours de danse et du jardinage. Et puis maintenant qu'on a bien compris que le problème, c'est le risque de transmission et comment on peut le limiter, eh bien cela nous a posé des questions pour le brossage de dents par exemple. Car là aussi, l'accompagnement physique et de proximité nous exposait au postillon, alors que faire? Eh bien on signale, on réfléchit, on discute et on adapte. Nous avons décidé de supprimer l'utilisation des brosses à dents électriques, de porter des visières, les vêtements professionnels et les gants si besoin. Et aujourd'hui, ça donne ça. Selon notre expérience, il nous semble indispensable de trouver le bon équilibre entre ce qu'il faut faire, ce qu'il est bien de faire et ce que l'on peut faire. Il ne faut pas se limiter à la consigne donnée, mais en comprendre le sens pour pouvoir l'adapter et aussi maintenir le travail éducatif en cours. Il ne faut pas se limiter à des a priori ou à des premiers essais peu concluants. L'autisme nous a appris la persévérance et l'adaptabilité en toutes circonstances. Nous vous remercions de votre attention.